Vas-y. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce webinaire que nous organisons dans le cadre de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Donc voilà, nous organisons cette opération dans le cadre de la mission ressources humaines, donc si vous voulez, qui nous permet de mener un certain nombre d'actions, que ce soit individuelles ou collectives, ou dans le cadre de prédiagnostic en ressources humaines, puisque dans le cadre de la réunion excusez-moi, dans le cadre des nouvelles missions mises en place des chambres de commerce, nous avons notamment dans l'accompagnement des entreprises le volet ressources humaines. Dans le cadre de la conjoncture actuelle avec la crise sanitaire que nous connaissons, il n'est pas forcément possible et pratique de faire du présentiel. C'est pour ça que nous avons pris cette orientation d'organiser cette conférence à distance sur le thème que vous avez à l'écran, qui est l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est une obligation pour tous les employeurs, en intégrant les risques liés au Covid et avec les financements possibles pour ce type de manifestation. Donc, le déroulé de cette heure donc, va être le suivant. Je vais dans un petit moment passer la parole à notre expert métier qui va vous dérouler et vous commenter tout le PowerPoint. Ça durera à peu près 40 à 45 minutes, entrecoupé de 3 sondages pour mieux vous connaître et répondre plus facilement à vos attentes ou à vos préoccupations sur cette thématique-là. Et à la fin, nous finirons par un petit question-réponse de 15, 20 minutes ou 10 minutes en fonction du déroulé et des réponses et des questions que vous voudrez bien nous poser. Donc, ce qu'il faut que je rajoute avant de passer la parole à Christophe, c'est que cette opération, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, organisée dans le cadre de la mission ressources humaines de la CCI Hérault, bénéficie de financement du Fonds social européen pour accompagner les entreprises sur ces orientations et surtout, plus spécialement, des ressources humaines. Donc, voilà, je suis Christophe Maillet, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie. Et je vais maintenant passer la parole à notre expert sécurité, Christophe Falcon. Bonjour à tous. Christophe Falcon, donc moi je suis salarié aussi à la CCI Hérault en charge des travaux et opérations immobilières et également coordinateur sécurité sur la CCI Hérault, c'est-à-dire en charge de la politique de santé et sécurité au travail pour cet établissement. J'ai un rôle similaire pour la CCI Occitanie, ce qui me permet de voir différents cas de figure et d'avoir un panel de 1200 agents à accompagner. Aujourd'hui, donc, on va parler de la prévention des risques professionnels. On va regarder un peu ce que sont les risques. On va parler d'actualité avec ce risque sanitaire qui nous est arrivé en 2020. Et puis, on terminera par un panel un peu des financements qui existent actuellement d'ordre général ou d'ordre Covid aussi. Donc, petit sommaire, je vais nous le présenter, donc je ne vais pas en reparler. Et on va envoyer un premier sondage. Alors, donc, vous avez le premier sondage qui apparaît donc, à l'écran, c'est qui concerne vos différents secteurs d'activité et après, quelles sont aussi vos préoccupations concernant le document unique. Donc, je vais vous laisser 20 secondes à peu près pour y répondre, de façon après à ce qu'on sache plus spécialement les secteurs d'activité dont vous êtes originaire. Et à la deuxième question, je vous laisserai 20 secondes de plus, donc concernant les préoccupations concernant le document unique. Je vous laisse encore quelques secondes pour clôturer ce sondage et repasser la parole à Christophe. Donc, ce que je peux vous dire rapidement, c'est que nous avons 40% qui correspondent aux services des professionnels. Nous avons 20% de commerce, 12% d'industrie, de construction au bâtiment, de tourisme, nous avons personne pour le moment, de l'industrie ainsi que du service aux particuliers. Et concernant les préoccupations au niveau du document unique, vous êtes 47% concernant l'actualisation et la mise à jour,
35% concernant les obligations de l'employeur en termes de sécurité et 18% concernant le conseiller prévention des risques et performance de l'entreprise. Voilà, Christophe, je vais te repasser la main pour que tu puisses, en fonction de ces réponses, avancer dans ta présentation. Très bien. Bon, mais je vois qu'effectivement, il y a une grande diversité d'entreprises. Je vois aussi que vous avez des questions, des préoccupations plutôt qui sont assez variées et qui sont toutes intéressantes, bien sûr. Alors, voilà, j'enlève le questionnaire. Donc, avant tout, on va commencer. Donc, pour parler des risques, il faut savoir de quoi on parle. Donc, un risque, c'est un danger. Alors, j'ai pris comme exemple le danger électrique auquel s'expose un travailleur. Quelqu'un qui va changer une ampoule, ouvrir une armoire électrique ou n'importe quelle intervention plus professionnelle sur une installation électrique. La confrontation du travailleur à ce danger, ça génère le risque professionnel si c'est dans le milieu du travail. Donc, électrocution, électrisation. Et ce risque va pouvoir endommager des dommages qui soient physiques, corporels, ou bien qui soient aussi psychologiques. Aujourd'hui, on en parle beaucoup des risques psychologiques générés par l'exposition au risque. Donc, voilà en gros ce qu'est le risque, un danger et l'exposition d'un travailleur au danger. Donc, chaque fois qu'on a un danger dans les conditions de travail, il va falloir travailler dessus pour protéger le collaborateur. Le contexte juridique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement que vous, en tant qu'employeur, vous avez une obligation de sécurité de résultat. Donc, vous comprenez de suite l'impact de cette notion. C'est-à-dire que dès qu'un accident ou un incident arrive dans votre établissement, vous êtes présumé responsable. Alors, on verra après que cette responsabilité peut être accompagnée positivement par un tribunal si jamais vous êtes sérieux dans votre politique de prévention. Mais toujours est-il que la loi vous fixe cette obligation de sécurité de résultat. Et donc, pour être à la hauteur de cette obligation, vous allez devoir mettre en place une politique de prévention qui consiste notamment à désigner un référent santé-sécurité au travail au sein de votre équipe. Donc, ce n'est pas quelqu'un forcément qui ne fait que ça, c'est quelqu'un qui a la notion de cette charge et qui est en capacité d'assurer ce travail en plus d'une autre mission ou exclusivement sur cette mission. Vous allez devoir aussi, avec ce référent santé, avec les équipes, évaluer les risques professionnels qui sont présents dans votre entreprise. On verra après quels sont ces risques et vous verrez que tous ne concernent pas tout le monde, bien entendu. Vous allez devoir bien sûr mettre à disposition de vos salariés les moyens de protection nécessaires, on verra qu'est-ce qu'il y a. Et vous allez devoir tracer cette politique de prévention, c'est l'objet du document unique dont nous allons parler aujourd'hui. Il est important pour tous les actes de prévention que vous faites de le tracer, c'est-à-dire de pouvoir prouver que vous travaillez là-dessus, que vous avez mis en place une organisation qui permet de respecter vos obligations. Et bien sûr, dans le quotidien, vous allez vous assurer du respect des règles et les mettre à jour régulièrement en fonction des événements, en fonction de l'évolution des choses. Donc voilà en gros ce que dit la loi pour ce qui concerne un employeur. C'est quelque chose qui nécessite quand même de s'y intéresser de près. La prévention, donc je vais vite passer là-dessus parce que c'est une notion quand même qui est importante. C'est cette prévention, même si ça nécessite du temps, de l'attention, c'est aussi un gain de performance. À partir du moment où vous luttez contre les freins à la production, contre le turnover, l'absentéisme, les accidents, l'anticipation des risques de dégradation du climat social, vous allez augmenter votre performance. Cet investissement en temps et en énergie, c'est quelque chose de très rentable. Et on a pas mal d'études qui montrent que pour 1 euro investi, par exemple, dans des équipements ou dans des procédures, on va récupérer 3 ou 4 euros en termes d'efficacité et de génération de chiffre d'affaires. Donc, c'est important. Concernant les maladies professionnelles, les AT qui peuvent découler d'un accident du travail, je vous rappelle aussi qu'il y a la cotisation AT que la CARSAT vous réclame tous les ans, qui est directement impactée par les accidents que vous avez connus chez vous. C'est-à-dire chaque année, on fait le point sur les accidents qu'il y a eu dans votre établissement et on calcule cette cotisation. Donc, plus vous êtes performant en matière de protection, plus vous allez voir cette cotisation baisser. Et là, c'est du cash direct. Donc voilà, cette prévention, même si elle nécessite du temps et de l'énergie, elle va vous permettre aussi quand même d'améliorer votre performance. Il y a 9 principes de prévention qui sont établis. Donc, éviter les risques. Chaque fois qu'on peut supprimer un risque, on va faire en sorte qu'il n'existe pas. Évaluer les risques, ça c'est pour les risques qui sont inhérents à la fonction, au travail exécuté. Parfois, ce n'est pas possible d'éviter d'avoir le risque. Donc, on va l'évaluer de manière à pouvoir s'en protéger. On va combattre bien évidemment les risques à la source, ça paraît évident. On va adapter le travail à l'homme. Vous avez souvent entendu parler d'adapter le travail à l'homme ou adapter l'homme au travail. Forcément, quand le travail est adapté à l'homme, que ce soit sur le plan physique ou psychologique, c'est toujours plus efficace. On va tenir compte de l'évolution de la technique. Bien entendu, la technique évolue et avec cette évolution, elle permet aujourd'hui de traiter facilement certains risques qu'il y a 10, 20 ans,
on était en difficulté pour s'en protéger. On va remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins. Là aussi, l'évolution de la technique permet d'arriver à des outils, à des méthodes beaucoup plus performantes en termes de protection. On va planifier cette prévention. Donc ça va découler de notre document unique. Une fois qu'on a évalué nos risques, on va mettre en place un plan d'action. Et donc, c'est la planification de ce plan d'action qui va vous permettre d'avancer. On va donner la priorité aux protections collectives par rapport aux protections individuelles, évidemment. Si on protège tout le monde, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple. Et on va donner les instructions aux salariés. Il faut qu'ils sachent quoi faire. Il faut que vous puissiez dire que vous avez informé vos salariés des bonnes mesures d'organisation. Donc, ces 9 principes sont accompagnés de 3 niveaux de prévention. Les 2 premiers, 2 essentiels, c'est la prévention primaire et la prévention secondaire. La primaire consiste à supprimer le risque, chaque fois que c'est possible, bien entendu. En supprimant le risque, bien sûr, tout le monde est protégé. Donc, à ce titre-là, c'est la collectivité qui est protégée. Et évidemment, le travail est adapté à l'homme si jamais le risque n'existe plus. La prévention secondaire, au contraire, c'est quand on considère qu'un risque est inhérent à la tâche réalisée, que le risque ne peut pas être supprimé. Par exemple, un électricien, comme j'en parlais tout à l'heure, qui va intervenir sur une installation électrique, le danger d'électrisation ou d'électrocution est là, il est bien présent. Donc, on va apprendre à ce salarié à se protéger du risque, on va l'équiper, on va mettre en place des méthodes. Et là, on est dans la prévention secondaire, c'est-à-dire que le risque ne peut pas être supprimé. Alors, si je prends 2 exemples, par exemple, un atelier dans lequel vous avez des compresseurs ou un compresseur très bruyant et des salariés qui vont intervenir dans cet atelier, qui travaillent dans cet atelier. Le risque, c'est l'ambiance sonore, c'est-à-dire risque de lésion sur l'appareil auditif, risque de fatigue mentale à force de passer la journée dans un environnement bruyant. 2 types de protection, soit vous équipez chaque agent de casque anti-bruit et vous ajoutez à ça des matériaux réfléchissants sur les murs qui vont permettre d'absorber le maximum le bruit. Vous faites de la secondaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas supprimé le risque, le bruit est toujours là. Vous demandez à chacun de s'équiper individuellement avec son bouchon anti-bruit. Vous êtes dans une limitation du risque et dans un équipement individuel de la personne, c'est-à-dire une protection individuelle. L'homme s'est adapté au risque, il a mis ses bouchons. Au contraire, si je sors le compresseur et que je le mets dans une autre pièce à l'extérieur, n'importe où, je supprime le risque, il n'y a plus de bruit dans l'atelier, tout le monde est protégé dans l'atelier et on est beaucoup plus performant au niveau de la prévention du risque. Autre cas, un toit terrasse, j'ai des appareils à entretenir dessus, une climatisation, une machinerie d'ascenseur, des panneaux photovoltaïques. Le risque, si j'envoie quelqu'un entretenir tout ça, c'est le risque de chute de hauteur. 2 solutions, soit je mets une ligne de vue, un plot d'ancrage, je demande à chacun d'appliquer les mesures de sécurité que j'ai annoncées, c'est-à-dire je mets mon harnais, je mets ma sangle, je m'accroche à la ligne de vie. Le risque est enrayé, mais la chute est toujours possible, on peut se blesser quand même. De plus, chaque personne doit s'équiper, doit arriver avec son équipement, savoir le mettre et se protéger donc de la chute. On est dans la prévention secondaire. A contrario, si je mets des garde-corps sur ma toiture, je supprime le risque de chute. Et à partir de là, je suis sur la prévention collective. La situation s'est adaptée à l'homme qui doit monter dessus. Et je suis sur de la primaire, bien entendu, beaucoup plus performante. Donc voilà, chaque fois qu'on peut faire de la primaire, on y va. Chaque fois qu'on ne peut pas, on s'oriente sur la secondaire. La prévention tertiaire, ça, ce n'est pas de la prévention, en fait, c'est de la réparation. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a une personne qui a été exposée à un danger, qui a subi un risque et qui en a des dégâts, c'est-à-dire des pressions ou problèmes physiques. On va devoir l'aider à se reconstruire, à retrouver son intégrité et bien entendu à reprendre le travail. Donc, par exemple, le cas classique, c'est un cas de dépression, de burn-out ou de suicide d'un collègue sur le lieu de travail. On va mettre en place une cellule d'écoute qui va aider les gens à surpasser cette épreuve et à revenir travailler en toute intégrité. Donc là, c'est plus trop de la prévention, c'est de la réparation, mais bon, c'est le niveau tertiaire. L'évaluation des risques professionnels, donc vous allez devoir mettre en place cette évaluation. Donc ça implique de connaître les risques, donc connaître les métiers, connaître les dangers liés à ces métiers, et à partir de là, en définir quel est le risque. Prioriser ces risques avec des critères clairs, c'est-à-dire quelle est la gravité de chaque risque identifié, quelle est sa fréquence au niveau du poste de travail, et définir aussi les critères de protection et de formation pour accompagner ce risque. Connaître l'évolution des techniques, on a parlé tout à l'heure du principe de prévention qui dit qu'il fallait être en mesure de mettre toujours ce qui est le plus performant, donc connaître un peu les nouvelles techniques qui accompagnent au fur et à mesure les différents risques. Les choses évoluent considérablement à ce niveau-là, ça va très vite. Tracer et réévaluer, ça c'est l'objet du DU, on en parle très souvent.
n'hésitez pas à tracer tous les actes que vous faites. Quand vous faites une annonce de directive pour le personnel pour se protéger, tracez-la, c'est-à-dire ayez des écrits, ça montre votre action. Donc, cette démarche d'évaluation, elle va s'accompagner de 6 étapes. Donc, dans un premier temps, on va préparer l'évaluation des risques, c'est-à-dire en gros, on va réunir les gens qui sont en capacité de parler de leur situation de travail et d'identifier les dangers auxquels ils sont confrontés. Une fois que ce groupe de travail est mis en place et que la réunion de travail est organisée, on fait cette réunion, on identifie les risques. Voilà les dangers auxquels je suis confronté au quotidien ou potentiellement, même si ce n'est pas fréquent. On va évaluer ces risques. Ce danger, j'estime qu'il est grave, pas grave, qu'il est fréquent, pas fréquent, etc. On va mettre en place des mesures pour se protéger et proposer donc un plan d'action. C'est la protection et la formation. Donc, on va proposer ces actions et on va les mettre en œuvre. Le plan d'action, c'est une étape clé. C'est là que tout se gagne ou tout se perd. Si on se contente d'évaluer les risques, de les tracer dans le début, on a fait la moitié du bout. Si on va jusqu'au bout et qu'on dit à partir de demain, toi, tu vas être chargé de faire ça et voilà ton échéance, on est dans l'action, on est efficace et on va vraiment mettre en place cette politique de prévention. Et il faut réévaluer les risques régulièrement, on va voir un peu ce sujet tout à l'heure, réévaluer les risques parce que les techniques évoluent, parce que les risques eux-mêmes évoluent, enfin les dangers évoluent, parce que le personnel, il y a des nouveaux embauchés, il y a des personnes qui se mettent à affronter des nouveaux dangers et donc il faut en permanence prévoir que ces risques soient repensés, réévolués pour s'assurer qu'on est dans les clous. Bien souvent, cette réévaluation, elle ne va faire que confirmer ce qui a été déjà fait. Mais parfois, ça va nous amener à aller plus loin ou à changer une méthode de protection. Les risques, donc vous les avez ici. Alors, je ne vais pas tous les énumérer. Il y a des risques liés à l'ambiance. Vous avez le 11, ambiance sonore, le 12, ambiance thermique, le 15, ambiance lumineuse. Donc, l'espace de travail doit être placé dans un certain niveau de bruit, de lumière, de chaleur, de température. Ça concerne, vous l'entendez bien, tous les postes de travail. Et dans certains postes de travail, on a du mal à avoir des températures raisonnables parce que le milieu n'est pas fait pour ça. Je pense à des chambres froides. J'ai vu qu'il y avait des métiers de la restauration. Dans des chambres froides, quelqu'un qui va travailler pour raquer dans une chambre froide, il va affronter une ambiance thermique qui potentiellement est dangereuse parce qu'elle est en dessous des normes. Eh bien, il va falloir accompagner le collaborateur, l'équiper pour affronter ce froid, etc. Vous avez après des risques plus techniques, manutention, utilisation de machines-outils, les équipements de travail. Donc, les agents biologiques, le 8, ça c'est un risque qu'on néglige en général parce qu'on se dit la contamination, la pandémie, ça fait des années qu'on n'en a pas eu. Cette année, on voit que si, ça existe et ça remet en cause complètement l'organisation du travail de toutes les entreprises. On voit l'impact que vous avez eu par rapport à ça. Donc, tous ces risques ne sont pas des chimères. Petit flash sur le 17e, le risque psychosocial. Ce risque-là est depuis quelques années déjà particulièrement ciblé par la CARSAT et les établissements publics, tout simplement parce que ça a un coût énorme pour la collectivité en termes d'arrêt de travail, de dépression, de burn-out. Et il y a depuis quelques années une vraie directive là-dessus pour lutter contre ces risques. Donc, il ne faut pas les négliger. C'est un sujet très particulier, mais il fait partie aussi du travail et vous devez aussi vous l'accompagner. Donc, le document unique, c'est votre traçage de votre politique de prévention. C'est avec ça que vous prouvez que vous évaluez vos risques, que vous réfléchissez aux risques auxquels vous exposez vos salariés, les dangers auxquels vous exposez vos salariés et les mesures que vous mettez en face. Donc, ce document unique, il est de votre responsabilité. Il va préciser tout ce que vous faites en termes d'actions de prévention et également, il va accompagner la réalisation de ces actions de prévention. Sa mise à jour, donc le document unique, une fois qu'il est fait, ce n'est pas fini. Chaque année, il va falloir le réviser, le relire. Éventuellement, si rien n'a évolué, ça va durer un quart d'heure. On va dire, c'est bon, on est dans les clous. Ça va permettre aussi de se remettre en cause sur la fourniture des EPI. Est-ce qu'on a du stock? Est-ce que tout le monde est équipé? Sur les méthodes également, est-ce qu'on peut changer, améliorer les méthodes? Donc ça, c'est annuel. Au moins une fois par an, vous devez l'actualiser. C'est-à-dire qu'au moins une fois par an, vous allez marquer dans votre DU la date d'actualisation de l'évaluation du risque, ce qui permettra de montrer qu'il y a moins de 12 mois que cette réévaluation a eu lieu. Quand vous changez l'organisation au sein de votre entreprise, c'est-à-dire vous rajoutez un nouveau métier, vous rajoutez une nouvelle machine-outil, vous rajoutez de nouvelles méthodes, vous allez actualiser votre document unique en traçant ces nouvelles actions que vous avez mises en place. En cas de nécessité de s'adapter, alors là, si vous avez un incident du travail, ça va vous permettre d'identifier quelque chose que vous n'aviez peut-être pas imaginé au préalable. Et on va du coup imaginer, face à cette situation inédite qu'on n'avait pas imaginée, qu'on n'avait pas anticipée, qu'est-ce qu'on fait? Et on va aussi adapter le document unique. Le document unique, quand on dit une fois par an ou à chaque changement, ça se fait à l'avenant, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de planifier une fois par an une réunion. Ça va se faire chaque fois que c'est nécessaire.
Et découle de ce document unique mis à jour, le plan d'action qui est établi sur la base de ce qui est inclus dans votre document unique. Donc, ce plan d'action, il est très important. C'est l'étape, comme je disais tout à l'heure, où tout se perd, où tout se gagne. C'est là où vous allez dire de quoi on parle, qui le fait, qui fait quoi et quand est-ce qu'on le fait. C'est-à-dire, on désigne les personnes chargées de mettre en place les actions de prévention ou de protection et on va fixer une échéance de manière à ce que ça ne se dilue pas dans le temps. Et ça permet aussi de contrôler, sur la base du plan d'action, on est à jour de ce qu'on avait dit ou au contraire, attention, il y a un loupé, il va falloir récupérer la chose. C'est l'étape la plus importante au-delà du document unique. Donc les risques, alors il y a des caractéristiques, pour les prioriser, pour les classer, on va donner des caractéristiques intrinsèques au risque, donc sa gravité et sa probabilité d'apparition, avec des niveaux de gravité, des niveaux de probabilité. Il n'y a pas un modèle unique et universel de document unique, il y a plein de modèles qui existent, mais tous respectent ces règles-là. Donc la gravité, on peut la classer de 1 à 4, d'autres le font différemment. La probabilité également, donc gravité mortelle, IPP, incapacité permanente supérieure à un certain taux, incapacité permanente inférieure ou pas de lésion possible. Pardon. Probabilité d'apparition, c'est à vous de faire votre échelle. C'est une fois par an, c'est une fois par mois, une fois par semaine. C'est jamais arrivé, c'est très souvent arrivé, ou ça arrive occasionnellement. C'est à vous de calculer un peu, d'estimer par rapport à votre activité comment vous allez pondérer ces risques intrinsèques, ces niveaux de caractéristiques intrinsèques au risque. Et en face de ça, vous allez aussi mettre en place des mesures de prévention adaptées à chaque danger, à chaque risque. Donc, ce sont les protections, les équipements de protection individuels et collectifs, Et ce sont également les formations qui accompagnent chaque métier qui nécessite de savoir-faire avant de s'exposer à un danger. Donc, voilà les 4 critères. Donc, les 2 premiers valorisent le risque. Les 2 suivants valorisent l'action que vous mettez en face de ce risque. Et ça vous permet de hiérarchiser vos priorités. Donc, les priorités, là, je vous ai mis niveau de gravité, niveau de probabilité, c'est-à-dire les 2 critères intrinsèques au risque. On voit que vie menacée ou gravité importante, avec des niveaux de probable et très probable d'apparition, on est dans une priorité 1, qui veut dire que celui-là, il faut s'en occuper rapidement, jusqu'à ce qu'on ait réussi à atténuer le risque. Voilà, un exemple de pondération et de priorisation des risques. Donc, comment ça se passe au niveau du document unique ? Donc, vous avez un extrait d'un document unique que j'ai un peu simplifié, mais qui comprend tout ce qu'on doit faire. Vous avez le lieu où se situe le danger, donc un atelier de stockage, c'est un exemple. Vous avez les dangers potentiels qu'affrontent les salariés dans cet atelier, donc la manutention d'objets, de cartons, de caisses, etc. L'effondrement de ces objets quand ils sont raqués sur les racks et qui ont la possibilité de chuter sur les travailleurs. La chute de hauteur quand on monte sur un escabeau, sur une échelle ou sur quoi que ce soit pour atteindre les racks. Donc voilà 3 dangers identifiés, 3 familles de dangers identifiés. Vous identifiez les situations qui concernent votre entreprise, stockage des pièces, stockage sur des racks et utilisation des escabeaux. Bon, le risque ici, c'est une case qu'on peut éventuellement éviter, mais elle permet de bien éclairer les dommages éventuels sur la personne. Critères gravité, probabilité. Bon, je passe sur les chiffres, là c'est des chiffres qu'on a mis un peu comme ça, mais bien évidemment, ça dépend de votre activité, ça dépend des mesures que vous avez à faire en faisant l'exercice de vos travaux. Donc, ces critères, c'est à vous de les valoriser de 1 à 4 ou autre. Les actions que vous avez déjà mises en œuvre, là, on est déjà sur un DU qui est révisé, c'est-à-dire qu'on a déjà identifié les risques, on a déjà mis des actions, on le révise, on le met à jour. Donc, pour ce qui est des manutentions, formation, geste et posture, vous avez mis en place des formations, geste et posture pour vos collaborateurs. Donc, c'est une mesure de protection, c'est le critère formation qu'on a ici. Pour les racks, les racks sont fixés au mur, c'est quelque chose qui paraît peut-être élémentaire, mais il faut penser à ce que les racks soient stables, parce que des fois, les charges ne sont pas équilibrées, et un rack qui s'effondre chargé sur une personne, c'est un accident gravissime, bien entendu. Donc, on veille à ce qu'on a fixé les racks au mur, et c'est une mesure de protection qui est importante. Et ensuite, vous avez des escabeaux, des escaliers, par exemple, qui sont sécurisés, qui sont conformes aux normes. On ne peut pas utiliser n'importe quoi pour monter au-delà de 3 marches, donc attention à ça. Et ensuite, donc, vous avez ici, avec les 4 pondérations, gravité, probabilité, formation et protection, vous allez arriver à un chiffre qui va vous donner le niveau de priorité. Donc 54 apparaît en orange, c'est-à-dire que celui-là, il va falloir s'en occuper avant les 2 qui sont en dessous. Et puis, vous allez mettre en face les actions qui restent à prévoir.
Alors, je ne vois pas la fin de mon tableau, là. Je suis désolé, mais je l'ai en tête. Donc, prévoir des formations, gestes et postures pour chaque nouvel arrivant, ben oui, c'est bien d'avoir mis en place ces formations. Mais quand une nouvelle personne vient travailler dans l'atelier, est-ce qu'elle a cette formation? Est-ce qu'elle l'a suivie? Ben, il faut veiller à ce que ce soit fait. Et en face, ben, vous avez qui et quand? Ben, le chef d'atelier est chargé de ça. C'est lui qui a la mission de veiller à ce que chacun fasse ses formations. Et on lui fixe une échéance annuelle, par exemple, pour être sûr que ce travail est fait, et puis pouvoir aussi demander est-ce que ça a été fait dans les temps. Oui, non, ben on s'adapte à la situation. Prévoir un contrôle annuel de fixation des racks pour le deuxième risque également. C'est vrai que fixer les racks, c'est bien. S'assurer que les fixations tiennent, c'est bien aussi. C'est mieux, je veux dire. Donc là aussi, chef d'atelier, on le charge de ça. Vous allez lui passer la consigne et vous lui fixez une échéance tous les ans, à telle période, tu vas vérifier. Pour l'histoire des escabeaux, ben, puisque j'ai des escaliers aux normes, je n'ai plus rien à faire, je suis un jour. Voilà, je repasse la parole à Christophe. C'est le second sondage. Et puis après. Merci Christophe pour cette intervention très claire pour le moment. Donc je vais vous poser le deuxième sondage pour lequel nous allons, comme tout à l'heure, vous laisser à peu près 20 secondes pour répondre. Donc, le voir, donc c'est comment est votre DDU en cours. Donc voilà. À partir des éléments présentés, comment est votre document unique? Donc il ressort 60% pour le moment que le document unique est à jour, 20% qu'il n'est pas à jour et 23% que le document unique n'est pas en vigueur dans l'entreprise. Voilà, donc je vais repasser la parole à Christophe suite à ses premiers retours pour que ça lui donne une idée de vos attentes et du niveau de connaissance et de préparation que vous avez sur ce volet-là. Alors, je reprends. Donc, je regarde le sondage. Alors, effectivement, mon document est à jour. Vous êtes 50%, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Alors, pensez bien qu'il est à jour, mais il faut continuer à le mettre à jour. Les choses évoluent. Si vous avez le temps de vous intéresser au sujet de la prévention des risques professionnels, vous verrez qu'on a des tas d'idées à aller chercher. Questionnez vos équipes. Vous connaissez certainement les métiers qui se pratiquent chez vous, mais questionnez vos équipes. C'est toujours intéressant de voir quelles idées ils auraient pour continuer à avancer dans cette mise à jour. C'est souvent l'occasion de simplifier les tâches. Donc, mon document unique n'est pas à jour, pas d'inquiétude. C'est le cas de la majorité des gens. On est constamment en train de le mettre à jour. Je n'ai pas de document unique, ce n'est pas grave. On va simplement s'y mettre et on va faire en sorte que cette obligation qui vous est faite en tant qu'employeur soit satisfaite. On va y aller par étapes. C'est la politique de prévention, une fois qu'elle est mise en place, qui est le principal signe qui montre que vous avez pris au sérieux votre obligation. Donc, on va parler du risque Covid. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'obligation de sécurité de résultats qui vous était faite par la réglementation. Alors, sur les risques Covid, ce risque épidémique sur lequel on n'a pas une grande maîtrise, il faut bien le dire, mais le législateur vous a fixé une obligation de sécurité de moyens renforcés. C'est-à-dire qu'il est bien conscient que le résultat, on ne le maîtrise pas, vous ne le maîtrisez pas, les corps médicaux ne le maîtrisent pas non plus. Donc, c'est difficile de vous demander d'être à la hauteur de 100% de la prévention là-dessus. Par contre, moyens renforcés, ça veut bien dire une chose, c'est qu'il y a des directives qui sont annoncées par le gouvernement. Vous devez impérativement respecter, mettre en œuvre ces directives et faire tout ce qui vous est demandé de faire. Il n'y a pas de souplesse là-dessus, on va dire. Donc, je vais identifier 3 risques par rapport au risque épidémique. Alors, le plus évident, c'est le risque de contamination, le risque biologique. Bien évidemment, celui-là, on l'a tous en tête. Donc, par contre, ce risque-là, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Vous devez vous attacher à fournir les équipements de protection, le gel hydroalcoolique, les masques, éventuellement les écrans de protection et tout ça. Et vous avez pour ça des tas de diffusions de documents qui sont mis en place par différents organismes, notamment le ministère du Travail qui a beaucoup fait d'informations là-dessus, mais aussi vos branches professionnelles qui ont édicté des protocoles sanitaires par rapport à vos métiers et la situation sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils-là. Les protocoles, on en a eu un qui est sorti le 31 août et qui fait le point sur la situation sanitaire actuelle, mise à jour le 7 septembre, donc ça, c'est quelque chose de fiable. N'hésitez pas à afficher aussi port du masque obligatoire, les gestes barrières. Ça vaut le coup de marteler ces messages-là parce qu'on a tendance à vite les oublier, on l'a vu pendant l'été. N'hésitez pas aussi à mettre en place un protocole clair en cas de suspicion au sein de votre entreprise. J'ai des symptômes, j'ai été en contact avec une personne qui avait des symptômes, j'ai été en contact avec une personne qui a été dépistée positive. Qu'est-ce que je fais? À qui je m'adresse?
et comment je fais. Donc souvent, c'est le relais RH qui fait ça. Hein, ça consiste à appeler son médecin, mais marteler ce message-là. Si tu as des symptômes, ne fais pas semblant de ne pas les voir et tu vas t'en occuper. C'est vous, en tant qu'employeur, qui devez faire passer ce message. Éventuellement, ici aussi, un petit rappel des amendes, ça permet aussi de montrer que l'affaire est sérieuse. Deuxième risque, c'est le poste de travail pour ceux qui travaillent chez eux. On a vu beaucoup de télétravail se mettre en place. Pendant le confinement, évidemment, ça a été plus ou moins une obligation pour tous ceux qui ont pu le faire. Aujourd'hui, il reste peut-être des gens que vous maintenez chez eux pour éviter l'affluence de personnes dans votre entreprise. Mais il va falloir aussi accompagner ce télétravail. Parce que l'ambiance au travail et l'ambiance à la maison, ce n'est pas la même, notamment le matériel. Donc, on voit une dame qui travaille chez elle avec un réhausseur un peu artisanal, avec un coussin qu'elle a mis derrière, c'est-à-dire elle a adapté sa position à la maison à un maximum de confort. Donc, il faut accompagner ça, il faut en discuter avec les gens qui sont à domicile. Est-ce que tu es bien équipé? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Le travail partagé aussi à la maison, qui peut être une source aussi de tension et de gêne de l'un sur l'autre. Mes deux enfants travaillent comme ça, avec le clavier sur les cuisses. C'est une très mauvaise position. Je n'arrive pas à faire passer le message. Je ne veux pas être très pédagogique. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est pas sain. Je travaille chez moi. J'ai un poste de travail avec un fauteuil, si possible, ergonomique, avec un plan de travail à la bonne hauteur, avec un écran sur mon portable à la bonne hauteur. La règle, c'est que l'écran, vous voyez ici, il doit être le dessus de l'écran est à la hauteur des yeux si on trace une horizontale. Donc, ce n'est pas toujours évident quand on est sur un portable à la maison. Et puis, troisième point, les troubles musculo-squelettiques, quand on n'est pas un poste adapté, on va forcément en souffrir. Si on reste longuement en télétravail, ça va être quelque chose qui va affecter les cervicales, le bras, le poignet, les dorsales, les lombaires, et on va petit à petit commencer à être moins efficace parce qu'on sera endolori d'un peu partout. Télétravail, on en parle et on trouve des solutions pour être le mieux possible à domicile. Également, on va maintenir dans le cadre du télétravail quelque chose qui permettra de lutter contre les risques psychosociaux. Donc, la première chose, c'est la difficulté à appréhender cette situation nouvelle. On va travailler chez soi, on ne sait pas faire. Comment je fais pour travailler chez moi? Quels sont mes horaires? Quelles sont mes tâches? Donc, on va aussi là, accompagner les gens en mettant en place une organisation du travail à la maison. On va lutter contre l'isolement. Il y a des gens qui ont besoin de voir leurs collègues, de voir leur hiérarchie, de travailler en partenariat. Le lien social à l'entreprise, c'est quelque chose de très positif. Si je suis en télétravail, je perds ce lien social. Et c'est un des bienfaits du travail. Donc, on va faire en sorte de maintenir le lien social par des coups de fil, par de la visio, par une organisation partagée du travail. C'est-à-dire, on va dire aux collaborateurs, demain tu es en télétravail, tu vas travailler sur ça. Je suis en mesure de te demander si tu as fait ton travail, si tu as eu des difficultés, si je peux t'aider, etc. Et le lien est maintenu. L'hyperconnexion, certains collaborateurs, à partir du moment où l'écran, l'ordinateur est chez eux et branché du matin au soir, ils ne le lâchent pas. Il ne s'arrête pas. Il y a un mail qui arrive, je réponds. Il y a un coup de fil, je réponds. Je suis là, mon écran est là, je n'ai pas de raison de ne pas répondre. Il faut aider les gens à cadrer leurs horaires de travail. Une journée de télétravail, c'est une journée qui commence à un certain horaire, qui finit à un certain horaire, qui permet des pauses toutes les 2 heures. Vous savez que c'est la règle qu'on essaie d'instaurer. Petite pause, on se lève, on marche, on fait un peu d'exercice. Ce n'est pas parce qu'on est chez soi qu'on ne va plus respecter ces principes qui sont sains. Et enfin, la difficulté de séparer vie privée et vie professionnelle, c'est un facteur d'équilibre. La vie privée est un facteur d'équilibre, la vie professionnelle est un facteur de bien-être quand on est bien à son travail. Donc, il faut arriver à bien marquer la séparation entre ces deux milieux, même si on travaille à la maison. Donc, tous ces cas-là, TMS et risques psychosociaux, c'est lié au télétravail essentiellement. Donc, vous avez pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure, plusieurs guides. Donc, le protocole national du 31 août. Vous avez des guides, des protocoles établis par les différents organismes de santé au travail, INRS, CARSAT, ARACT et autres. Et vous avez des guides par tranche professionnelle. Là, récemment, j'ai guidé une entreprise avec le guide du UMIH. Il est très clair, très bien fait. On comprend tout ce qu'on a à faire. J'ai un cocktail organisé, j'ai un buffet organisé. Et bien, si je suis un traiteur, je n'ai qu'à appliquer ce protocole et le travail est fait. Donc, vous n'êtes pas seul, vous avez toutes les informations nécessaires et ça nous permet d'avancer. Pour le financement, je vais repasser la parole à Christophe. Merci Christophe. Donc, avant de démarrer cette partie concernant le financement qui, je pense, doit intéresser un bon nombre de participants, nous allons lancer notre troisième et dernier sondage, donc, qui est le suivant. Donc, votre solution pour le DU donc, en cours, les spectateurs donc, sont maintenant, vous pouvez poser vos questions. C'est la mise en place de votre document unique que vous pensez la réaliser par de la formation, en externe avec un prestataire au conseil, en interne avec un collaborateur. Je vous laisse 15-20 secondes
et je passerai la parole à Christophe. Allez, okay. Donc, suite aux différents sondages, donc je vais vous donner juste les résultats avant de passer cette parole à Christophe. Donc, ce document unique se fera pour 88% d'entre vous en interne avec un collaborateur dédié, en externe avec un prestataire conseil pour 6% et pour 6% par le biais de formation, certainement pour accompagner en interne ce collaborateur qui sera dédié à cette action. Allez Christophe, à toi. Excusez-moi, j'ai repris la parole. La solution en interne avec un collaborateur est une très bonne solution dans la mesure où elle vous permet de bien maîtriser. Par contre, on ne sait pas toujours tout. C'est quand même intéressant aussi d'aller chercher en extérieur des informations qu'on n'a pas déjà. Donc attention à ça, ça peut être un plus pour vous et un plus qui va vous amener à plus de performance et donc plus d'économies, plus de gains de chiffre d'affaires. Donc n'hésitez pas aussi à aller chercher ces informations là où elles sont. Les sources de financement, donc, la plupart des sources de financement en France sont distribuées par la CARSAT. Elles sont mises en place souvent par elles-mêmes, parfois par d'autres organismes publics, mais la plupart du temps, c'est la CARSAT qui les distribue. Donc, il y a la subvention prévention de TPE pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est plafonné pour des investissements qui concernent des équipements de protection, des équipements de formation à la sécurité au travail ou des études sur la sécurité au travail. Différents programmes, je ne vais pas vous les énumérer, mais il y a eu plusieurs programmes qui ont été éligibles à cette subvention prévention de TPE. Par contre, bon, pour 2020, ça s'est épuisé. Normalement, c'était valable sur l'année. Les crédits sont épuisés, donc on est maintenant dans une attente de crédit 2021, c'est prévu. Hein, ça devrait arriver au 1er janvier. Mais ces crédits ont été rapidement épuisés, ce qui prouve que ça marche. Hein, ça prouve que les gens ont fait appel à ces crédits et que le gouvernement, la CARSAT, a été en mesure d'accompagner et d'aider plusieurs entreprises. Pour les entreprises de moins de 200 salariés, cette fois, donc un panel un peu plus grand, les contrats de prévention. Alors, différents investissements, c'est un peu plus large que le précédent sur les conditions de santé et sécurité au sein de l'entreprise. Par contre, ces aides sont soumises à conditions et j'attire votre attention sur les deux dernières. Fournir un DERP mis à jour depuis moins d'un an. Donc vous voyez que votre traçage de votre politique de prévention, c'est aussi quelque chose qui va vous être nécessaire si vous mobilisez, enfin, si vous demandez des aides financières. Donc, il faudra être en capacité de montrer qu'on fait ce traçage et qu'on le met à jour régulièrement. Et puis également, une des conditions de ces contrats de prévention, c'est de tenir les instances représentatives du personnel, c'est-à-dire délégués syndicaux, CHS, etc., informés de ces mesures, ou éventuellement établis avec ces personnels. Donc, le dialogue social, là aussi, est une des conditions à l'obtention des aides financières. C'est à ne pas négliger. Concernant le Covid, cette fois, la subvention prévention Covid, alors, malheureusement, elle est déjà épuisée aussi, je crois, depuis le mois de juillet. Forcément, il y a eu de gros investissements consentis au printemps pour pouvoir réouvrir et déconfiner le 11 mai dernier. Donc, les demandes ont été nombreuses. Ça a épuisé le budget, le crédit qui avait été mis en place pour 2020. Ça prouve encore une fois que ces crédits fonctionnent, qu'ils sont plébiscités. Ça prouve aussi certainement qu'il y a plus de demandes que de crédits possibles, donc on espère que ça va se développer. Donc là, on est sur une prévention pareille, moins de 50 salariés comme la première, des aides plafonnées toujours à un pourcentage de l'investissement consenti. Et il y aura probablement une remise à plat en 2021 de ces crédits en espérant qu'ils vont être revus à la hausse. Hop. L'ANACT et l'Amélie ont mis en place les aides financières simplifiées, donc entreprises de moins de 50 salariés, mises en place par la CARSAT, même si c'est l'ANACT qui a simplifié, c'est sûr. Et ça concerne des investissements réels aussi pour améliorer la prévention. Vous avez aussi les fonds d'amélioration là, en main sur les conditions de travail, et là, ça concerne les solutions innovantes. Donc, on est déjà dans un système un peu plus pointu qui ne concernera pas forcément la quasi-totalité d'entreprise. C'est un petit bol que je mets qui a le mérite d'exister, mais qui est captable simplement si on est innovateur dans les mesures de protection. Je vais repasser la parole à Christophe, qui va nous parler des financements liés à la formation. Merci Christophe. Donc voilà, donc moi je vais vous parler des financements possibles si vous voulez vous orienter sur les volets formation. Donc il faut savoir que vous avez des cotisations que vous êtes obligé de verser à des caisses, et ces caisses qui sont des organismes paritaires, des organismes paritaires de compétences doivent
pouvoir vous financer certain nombre d'actions. Donc, autant c'est des subventions précédemment sur ce que vous a présenté Christophe, autant là, c'est vos cotisations qui vont vous ouvrir des droits. Donc, il faut savoir qu'avec la réforme de la formation, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, les entreprises de plus de 50 salariés n'ont plus de financement direct dans ce cadre-là. Par contre, pour ceux qui sont de moins de 50 salariés, vous devez avoir possibilité de vous rapprocher de vos opérateurs de compétences qui, eux, donc, vous financeront un certain nombre d'actions. À cet effet, si vous avez des questions, des contacts, vous avez mes coordonnées qui s'affichent donc sur l'écran, parce qu'on peut regarder aussi par le biais de dispositifs. C'est le rôle de la Chambre de commerce de vous accompagner sur ces éléments-là pour vous aider à bien optimiser et à utiliser ces fonds. Voilà, sur le volet financement formation, je pense qu'on a rapidement fait le tour. On arrive presque au terme de ce webinaire, donc on a prévu de répondre aux questions que vous nous avez posées dans le chat à l'occasion des présentations que nous avons faites. Donc, si vous le permettez, je vais lancer la première question qui est revenue de façon un peu régulière, donc à Christophe. Donc, la première question qui nous est revenue est la suivante. Est-il obligatoire d'associer le personnel à la démarche d'évaluation des risques? Alors oui, vous avez vu que pour certaines subventions, c'est demandé, c'est nécessaire. Au-delà de ça, associer le personnel, ça permet aussi de faire des échanges d'idées, de faire des échanges d'expériences, des retours. Et c'est souvent beaucoup plus riche. Donc, obligatoire, oui, déjà, la réglementation l'impose d'une façon formelle. Hein, les IRP, le dialogue social doit participer à cette évaluation des risques, à la mise en place du plan d'action. Au-delà de cette information, cette obligation, ça nous permet aussi d'enrichir la réflexion, de faire des solutions souvent plus rapides, plus efficaces et moins consenties. Une solution qui est mise en place et qui n'obtient pas l'adhésion des équipes, forcément, elle va être moins appliquée et elle va être moins. Merci Christophe pour ces explications. Donc la deuxième question que nous avons recensée qui est revenue régulièrement, c'est comment atteindre notre obligation d'objectif de sécurité de résultats, sachant que le risque zéro n'existe pas. Alors vous avez raison. Le risque zéro n'existe pas. Cette obligation de sécurité des résultats, c'est quelque chose qui est assez effrayant, particulièrement pour des risques comme les risques psychosociaux, difficiles à maîtriser. Comment je fais pour m'assurer qu'il n'y aura jamais de risque de dépression ni quoi que ce soit à mon travail? Alors, objectivement, la réglementation fixe cette obligation. Donc ça, c'est gravé dans le marbre. Par contre, on voit apparaître depuis quelques années déjà des jugements qui sont tenus et qui permettent de dédouaner l'employeur de son action parce que le traçage de la prévention des risques, la responsabilité de l'entreprise est avérée. C'est-à-dire que le chef d'entreprise a fait tout ce qu'il pouvait. Il a mis en place son DU, il a mis en place un CHS, il a mis en place un plan d'action, il a mis à jour toutes ses actions, son document unique et tout le reste. Donc, il a pris au sérieux cette politique de prévention. À partir du moment où on arrive à montrer qu'on a pris au sérieux, les jugements sont tombés qui, finalement, dédouanaient le chef d'entreprise et ne le condamnaient pas sur la base d'un accident qui était arrivé dans l'entreprise. Je parle de cas de jugement, donc ça veut dire qu'il y a eu accident et il y a eu une attaque aux tribunes. Donc oui, c'est quelque chose qui peut exister. Vous pouvez vous dédouaner à condition d'être sérieux dans votre politique de prévention. Merci Christophe donc, pour la réponse à cette question. Donc, je vais vous en poser une troisième qui est revenue un peu régulièrement avant d'en prendre d'autres qui viennent de nous être posées maintenant. Sachant que certains participants n'ont pas entendu la réponse au niveau de la première, donc nous reprendrons la réponse au niveau de la pour être plus clair. Donc, la troisième question qui est revenue de façon régulière, c'est par rapport au risque Covid, faut-il vraiment intégrer les trois risques que vous avez présentés, biologique, TMS et RPS? Il faut intégrer tous les risques professionnels à chaque condition de travail, enfin, tous les dangers. Dans le cadre du Covid, si vous avez personne en télétravail, c'est le risque biologique qui est le principal risque. Donc, on va traiter celui-là. Éventuellement, un peu le risque psychosocial pour les personnes hypocondriaques, on va dire, qui vont avoir une forte crainte de venir travailler parce que je vais peut-être attraper le virus. Donc ça, c'est une chose. Par contre, à partir du moment où on a le télétravail, les TMS sont un vrai sujet, les RPS sont un vrai sujet. Donc oui, vous devez à ce moment-là l'accompagner, discuter avec vos équipes, mettre en place le lien social pour les
des risques psychosociaux, des conditions de travail, un poste de travail adapté pour les TMS. Oui, c'est nécessaire. Alors, le télétravail, encore une fois, ce n'est pas tellement le coronavirus dans ce cas-là qui est un risque, c'est le télétravail qui occasionne des risques professionnels. Et juste avant de revenir sur la première question, Christophe, donc une question qui me semble très intéressante, qui vient de nous être posée dernièrement, c'est est-ce que la responsabilité du DUE-ERP incombe au gérant? La responsabilité est-elle partagée si ce document unique est fait par un prestataire extérieur? Alors, vous êtes en charge de la prévention des risques et il est dit dans les textes de loi que cette responsabilité, cette obligation de prévention des risques ne peut pas être sous-traitée. Donc, vous serez toujours responsable final si jamais il arrive un accident. Si vous avez fait intervenir un prestataire qui vous a guidé et que vous avez respecté tout ce qu'il vous a dit de faire, aujourd'hui, sur l'exemple du tribunal, vous pourrez dire, attendez, moi j'ai mis tous les moyens que j'avais à ma disposition, j'ai pris un prestataire parce que je suis sérieux, j'étais prêt à dépenser, et à partir de là, vous allez pouvoir vous dédouaner. Mais ayez présent à l'esprit quand même que vous, en tant que chef d'entreprise, c'est vous qui êtes responsable de la santé de vos salariés et que vous avez une obligation par rapport à ça qui vous interdit en théorie de sous-traiter cette responsabilité. Je parle bien de la responsabilité. Vous pouvez sous-traiter la technique, la mise en œuvre, les moyens, la méthode, mais pas la responsabilité. Merci Christophe. Donc, je vais reprendre la première question puisqu'il semble qu'un certain nombre de participants n'aient pas entendu ta réponse. Donc, la première question qui était revenue et que je t'ai posée était la suivante, c'est est-il obligatoire d'associer le personnel à la démarche d'évaluation des risques? Alors, obligatoire, oui, c'est écrit dans les textes qu'il faut associer les IRP, il faut que le dialogue social ait sa place dans la politique de prévention des risques. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est de toute façon une bonne solution parce que mettre en place des solutions de prévention qui ne sont pas acceptées, consenties par les personnes qui s'exposent au danger, c'est risqué de voir ces gens ne pas y adhérer, ne pas les appliquer, ne pas y croire. Donc, ce serait de toute façon contre-productif. Et l'échange d'idées avec les instances représentatives, avec le personnel, avec les équipes, oui, c'est quelque chose qui va vous permettre d'enrichir vos solutions, de les mettre en œuvre de façon vraiment consentie par tous, et c'est beaucoup plus efficace. Alors, c'est obligatoire selon les textes et c'est plus efficace dans la pratique. Donc, il ne faut pas s'en passer. Est-ce qu'on prend une dernière question, Christophe? Allez, donc je vais vous poser la dernière question qui nous est arrivée sur le chat. La question qui nous a été posée, c'est existe-t-il un cadre pour nous aider à rédiger le document unique, genre case à cocher, mise en forme, etc. Alors, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas un modèle universel de document unique, tout simplement parce que, en fonction des métiers, les dangers auxquels sont exposés les salariés varient. Par contre, vous avez des outils mis en place par l'INRS, c'est l'outil OIRA, qui est décliné par corps de métier, c'est-à-dire qui s'adapte à chaque situation professionnelle, à chaque branche professionnelle, et qui permet d'aller de façon intuitive et assez rapide vers une évaluation des risques et l'établissement d'un plan d'action de façon très performante. Après, tout ça est assez empirique et on va pouvoir de toute façon faire les étapes que je vous ai décrites, les postes de travail, les dangers identifiés, les risques pour le personnel, les mesures à mettre en œuvre et les mesures qui ont déjà été mises en œuvre éventuellement avec les pondérations. Les principes sont là, mais il n'y a pas un modèle universel, il y a des outils qui existent quand même. Merci Christophe pour ces explications qui sont très claires. Donc je pense que nous allons arriver au terme de ce webinaire. Donc je souhaite vous remercier déjà pour votre participation qui a été active dans la mesure où on a eu pas mal de questions qui sont venues. Tout ce qu'on peut vous proposer, c'est de vous accompagner sur un projet formation spécifique qu'on a monté, donc avec notre spécialiste Christophe ici joint, avec une formation action qui en fait se déroule avec du théorique pour voir un peu tous les principes et du pratique où Christophe, dans le cadre de cette formation, viendra passer 3 heures dans chaque entreprise pour faire un point sur les documents de façon à voir ce qui va pas et vous l'améliorer et vous accompagner s'il faut le construire derrière.
Voilà, donc si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ce volet, n'hésitez pas à nous le faire savoir par le biais du webinaire, sachant que vous allez avoir aussi un questionnaire de satisfaction auquel il faudrait répondre. C'est important pour nous pour savoir si on a été bon, si on a été pas très bon, pour qu'on puisse s'améliorer en vue des prochaines opérations que nous comptons mener là-dessus. Donc, on va prendre congé. Merci à tous pour votre participation. À bientôt, au plaisir, et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous.